Danger Patrol. Danger Patrol. Ils sont toujours là pour botter le cul aux méchants. Danger Patrol. Ouais. Héros du futur, ils font respecter la loi. Danger Patrol. Fais-moi un enfant, Danger Patrol. Ils n'ont jamais peur de personne, mais rien ne les aide. Tu vois, toi qui écoutes le Jonka, je pense que cette partie-là, c'est ce qu'il faut mettre avant le générique, tu vois. Vous êtes bien sur 2B6 Plus Cool, le podcast qui propose des enregistrements audio de tablettes de jeux de rôle via Hangout dans le cadre de l'auberge virtuelle. Au menu, Danger Patrol de John Harper, un jeu gratuit, véritable lettre d'amour à la science-fiction pulp des 50s comme Buck Rogers et Flash Gordon. À la table se trouvent Antoine, Mad Matt, Loïc et votre serviteur Volsou. Nous utilisons la VF du jeu hosté par 500 nuances de geek, anciennement narrativiste.e. Conçu pour jouer sur le pouce, les joueurs créent d'abord leur personnage en combinant des rôles et styles hauts en couleur. Le maître de jeu improvise un début de catastrophe, puis les joueurs inventent dans le cadre d'un pré-générique les événements des épisodes précédents, donnant au maître de jeu autant de briques pour construire son intrigue d'un soir. Par la suite, les héros sont invités à choisir une approche, user de leur arsenal et se confronter aux menaces en prenant le plus de risques possible, risques qui peuvent être suggérés par tous. Les succès sapent les menaces alors que les échecs, dits dangers, offrent au maître de quoi générer des représailles. A noter que les dangers débloquent aussi des récompenses spéciales du côté des joueurs, de quoi les pousser à jouer avec le feu. Je vous souhaite une bonne écoute. Comme d'habitude, si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à le faire savoir, le buzz est bon pour notre santé. On s'excuse par avance du passage chanté à la bouche, c'était une très très mauvaise idée. En piste! La Terre a été détruite 50 ans plus tôt, durant les guerres atomiques. Juste avant la fin, des centaines de fusées quittèrent la Terre. La plupart d'entre elles se rendirent sur Mars, où le célèbre millionnaire du système solaire, Hamilton Hawks, avait édifié une cité utopique géante, la ville du futur, baptisée Rocket City. Rocket City est faite de flèches argentées de verre, de chrome et d'acier, dans un style art déco. C'est une cité verticale à plusieurs niveaux, dont les gratte-ciel hauts de plusieurs milliers de mètres couvrent la surface du mont Olympus. Tout le monde se déplace en voiture fusée, guidée sur des voies à contrôle magnétique. Des méga zeppelins flottent majestueusement à haute altitude, transportant de lourds chargements au-dessus de l'immense cité, faisant plusieurs fois la taille de New York. Tout un style très déco, jusqu'aux employés de la station service robotisée qui portent des uniformes d'un blanc immaculé et nettoient votre pare-brise pendant que vous faites le plein de votre voiture fusée. L'édition du Mighty Atom est livrée chaque matin à la plupart des foyers, ou vendue sur des îlots de trafic volants par des garçons criant les gros titres. Les feuilletons radiophoniques sont très en vogue, tout comme les programmes du tout nouveau Vidéoscope. Les cinémas diffusent des films sonores en noir et blanc pour 5 cents la séance. Rocket City est le carrefour du système solaire, l'endroit où toutes les colonies humaines établies sur les autres mondes viennent faire des affaires aux côtés d'extraterrestres les plus divers. L'autre établissement humain d'importance est la République pourpre, située sur la tache rouge de Jupiter. La République pourpre est une nation militariste gouvernée par un despote, le grand commandeur Zukov, une tête humaine immergée dans un récipient et reliée à un corps d'homme araignée mécanique. La République pourpre est obsédée par le perfectionnement de la technologie atomique, aujourd'hui bannie de Rocket City, et la transformation de sa population en super soldats atomiques pour la conquête du système solaire. La République pourpre est le typique groupe de méchants fourre-tout, mélange d'empire du mal, de coco et de gros balafrés. Ils sont techniquement en paix avec Rocket City. Mais une invisible guerre froide fait rage et des agents ennemis sous couverture sont présents un peu partout. Chaque planète est de type terrestre, sauf la froide et sombre Pluton, avec une gravité normale et un air respirable. Chacune d'entre elles héberge une forme de vie extraterrestre, ainsi que d'étranges plantes et animaux. Mars possède des ruines d'une ancienne grande civilisation, ayant des liens avec l'Atlantide sur Terre. Mais personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Les Neptuniens prétendent être les descendants de cette ancienne race, mais les Neptuniens prétendent aussi un tas de choses farfelues. Pluton est le repère des adeptes stygiens, un culte maléfique venu de la 5e dimension, vénérant l'entropie. Ce sont des méchants capuchonnés typiques, faits d'ombres vivantes, armés de dangereux poignards recourbés, parfaits pour les scènes de sacrifice et de magie noire.
Mais qu'en est-il du sexisme et du racisme rampant que l'on trouve dans la plupart des histoires pulp classiques? Est-ce que Rocket City comporte ce genre de choses? Fort heureusement, ces choses-là ont disparu en même temps que la Terre, après les guerres atomiques. À Rocket City, tous les gens sont égaux. Est-ce que vous vous sentez de chantonner votre générique à la bouche? Oula. Carrément, attends. Ce soir, Antoine, dans le rôle de HK-27, dit Robot. Ok, donc on voit une porte de ce vaisseau spatial qui s'ouvre avec de la fumée qui en sort. La porte s'abaisse lentement et on voit un équipage d'hommes. Ils portent la figure, les couleurs de Rocket City et ils arrivent devant un robot. Où est-ce un homme? Où est-ce un robot? Il semble seul sur la planète. Et plutôt que de remercier ses sauveurs, ce robot étrange les insulte de tous leurs noms. Quoi? Plus tard, nous retrouvons Robot, devenu un héros de Rocket City, ayant joint la Danger Patrol. Est devenu un détective, mais de son isolation sur cette planète, il a gardé un trait colérique. Heureusement pour l'aider, Julie est là. Julie, qui est son amie. Bien sûr, lui est timide envers Julie et aimerait que ce soit beaucoup plus tard. Malheureusement, il s'est fait friendzone. Et est devenu le détective le plus en vie de Rocket City. On voit donc Robot en train de combattre des gangsters avec des coups de poing qui les font voler dans les murs et on le voit même lancer sa tête à toute direction vers un sniper qui ne pensait pas l'avoir vu. Puis la tête revient, il fait un clin d'œil et lève son pouce face à la caméra. Ce soir, Mad Max incarne Jim Hammer, dit le singe vert. Jim Hammer, beau gosse. À la ville, il est acteur au vidéoscope. Il gagne des millions. Il a toutes les femmes de la ville à ses pieds. Il roule en grosse voiture de sport. Mais Jim Hammer ne se contente pas de ce genre de choses. Car Jim Hammer, ce qui le fait vivre, c'est le danger. Il revêt chaque soir son costume du singe vert pour aller sauver la veuve et l'orphelin. On le voit en train de sauter dans son bolide de sport du haut d'un building, s'agripper à une corde qui prend un zeppelin en feu. Il saute pour sauver le petit Billy qui est avec son chien. Et dans un élan terrible d'héroïsme pur, il parvient à le récupérer. Et il saute dans le vide. Mais comment va-t-il survivre? Mais Jim Hammer est toujours prêt à tout. Il est bien entendu équipé des derniers cris en matière de jetpack. Jim Hammer. Jim Hammer, donc un mec cool. Ce soir, Loïc incarne Jason Bolt, a.k.a. The Mist. Après le robot détective, l'intrépide casse-cou, voici désormais l'agent fantôme. Jason Bolt. Alors qu'il était encore un simple super agent secret, il a été en prise avec les adeptes stygiens. Alors qu'il devait mettre à mal leur dernière machination. C'est lui qui a été capturé et sacrifié. Mais Jason Bolt, rien ne l'arrête. Aussi est-il revenu sous la forme de The Mist. Depuis, il a rejoint la Danger Patrol et en plus de ses talents de super agent, ses pouvoirs de fantôme lui permettent de s'infiltrer n'importe où. Ça, je craque. Les compagnons de Danger Patrol, que voit-on? On voit donc un robot, en fait, on voit un être humain, non, un robot, ses yeux bleus étincelant le trahissent, ainsi que sa tête métallique. Il arbore un beau chapeau fedora et un trench coat complètement usé et rapiécé. Mais pour jamais au monde, il ne le changera, puisque c'est un cadeau de Julie. Et il tient son poing droit dans sa main gauche, prêt à en découdre.
Eh bien, je suis agrippé à une corde le long d'un mur. Je suis habillé avec mon super pyjama vert et orange, avec un masque pour pas qu'on découvre ma véritable identité. Et, un masque simiesque, si j'ai bien suivi. Exactement, tout à fait, ouais, tout à fait. Et je suis en train de tenir à bout de bras un malfrat que je suis en train de faire parler en le secouant au-dessus du vide. Et pour finir, The Mist, quelle est ta posture? On le voit sortir du gratte-ciel en forme de flèche argentée, alors que effectivement sa voiture fusée en pilote automatique passe de façon parfaitement synchronisée juste à ce moment-là, sous forme de brume. La Ghost Mobile? La Mist Mobile? La Ghost Mobile, très bien. La brume, donc effectivement, forme un tourbillon et se matérialise au volant. À quoi ressemble-t-il sous sa forme matérielle? Sous sa forme matérielle, il ressemble à un homme d'une trentaine d'années, élancé, mais on voit rarement son visage, puisque en général il est sous sa combinaison d'agent de la Danger Patrol. À quoi ressemble-t-il Des écailles de métal sombre surmontées de quatre yeux rouges. Exactement. Donc, Danger Patrol. C'est une journée radieuse à Rocket City. Cette icône, cette cité que la galaxie nous envie. La caméra à l'épaule nous emmène entre les gratte-ciels cyclopéens de cette cité prospère. Nous esquivons au dernier moment une voiture volante. Nous plongeons vers une sorte de galerie marchande où le peuple paisible vaque. Des panneaux publicitaires sont omniprésents et vantent les mérites d'une alimentation saine, d'une pensée triomphante et droite dans ses bottes. Des robots, ça et là, s'occupent de pourvoir aux moindres besoins du peuple. Mais soudain, alors qu'une gamine part à la poursuite de Ballon Rouge qui vient de lui échapper, échappant à la surveillance de sa nounou robotique, celle-ci se fige, oubliant totalement l'existence de son jouet d'un instant. Une ombre gigantesque lui recouvre le visage. Et en fait, c'est le public de toute la galerie marchande qui est subjugué, une sorte de lueur d'euphorie dans le regard, en découvrant le Perséphone, ce zeppelin magnétique qui fait la fierté de Rocket City. L'enfant place sa main en visière pour mieux observer les reliefs fuselés et étincelants de ce fleuron, quand soudain, une détonation parcourt sa surface, puis une autre. Et voilà que le dirigeable commence à prendre de la vitesse en même temps qu'il perd de la hauteur. Le voilà qui menace les immeubles de sa masse imposante. Mais que se passe-t-il? Pourquoi le joyau de Rocket City a-t-il été pris pour cible? Qui pourra le sauver? Mais la Danger Patrol, bien sûr. Danger Patrol. Danger Patrol, Danger Patrol, toum 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 toum. Bon, il faut... Ah mon Dieu, au secours, le zeppelin. Ah Danger Patrol, aidez-nous. Dans les épisodes précédents, ils ont été tournés, si, c'est juste qu'on les a pas encore diffusés. Tu es le premier à t'y coller, Robot? Ok. Dans les épisodes précédents, Robot, qui en a assez d'être la risée de Rocket City pour ses crises de colère légendaires, a demandé à Julie de lui donner un coup de main. Nous voyons donc Robot attaché à une table d'opération, des câbles lui sortant de la tête. Julie affairée derrière une console, en train de modifier le code même du comportement du robot. Soudain, apparaît un homme que tout le monde pourrait reconnaître à Rocket City. Il s'agit de Jérôme Labarre, qui, sous son identité de star du cinéma, est en fait un agent de la République pourpre. Aidé de son escouade, il attaque le labo, enlève Julie et, profitant du fait que Robot soit attaché à cette table d'opération, tente de le pirater. Heureusement, Robot arrive à se défaire de ses liens et met en déroute le vilain, l'espion. Mais malheureusement pour lui, le code a été changé et, dans sa volonté de lui enlever ses crises de colère, Julie l'a affligé d'un mal étrange. Celui-ci se trouve interdit de prononcer tout mot ordurier et qui se trouve remplacé par n'importe quel mot issu de sa base de données.
Julie a disparu, sans doute enlevée par les espions de la République pourpre. Robot réussira-t-il à la retrouver? Se vengera-t-il de Jérôme Labarre? Vous le saurez peut-être dans cet épisode. Merveilleux, j'adore. Impossible de jurer. J'ai hâte de t'entendre, parler de petites fleurs et d'oiseaux avec la rage au ventre. Du coup, Mathieu, non? Ok, allez, c'est parti. Dans les épisodes précédents, on retrouve Jim Hammer sur en plein tournage du film Le Magnifique, quand soudain, on vient le chercher dans sa loge. Jim, un appel pour vous. On lui tend un combiné téléphonique. Oui, allô? Jim, c'est affreux. C'est l'Express. On a perdu le contrôle de l'Express. On a besoin de la Danger Patrol. N'écoutant que son courage, Jim saute dans son bolide, son coupé sport rouge et part en direction du sud de Rocket City. Il arrive sur place et que voit-il? Sur le toit de l'Express, il reconnaît son ennemi juré, le professeur Dorloff. Damn Ned! Bonté divine, professeur Dorloff, je pensais m'être définitivement débarrassé de vous il y a 3 ans. Poussant le moteur de son bolide à fond, il profite d'un quai qui est à proximité de l'Express pour propulser son bolide par-dessus le train. Il saute dans un seul et même mouvement sur le toit et retrouve le professeur Dorloff. Ils sont nez à nez et débutent un corps à corps intense. Ils échangent coup sur coup. Paf, pif, pam, zging, bam, gang. Quand soudain, le professeur Dorloff révèle sa terrible arme secrète. Il a préparé en secret le piège ultime pour neutraliser le singe vert. Il lui balance un filet magnétique qui l'immobilise complètement. Que va-t-il se passer? Que va devenir Jim? Comment s'en sortira-t-il cette fois-ci? Et surtout, comment arrêtera-t-il le train fou lancé à 300 km/h en plein Rocket City? Cut. Question, à quoi ressemble ce professeur Dorloff? Eh ben, il est vêtu d'une lourde cape pourpre et il porte un masque de fer avec des dents en acier et un regard rouge, luisant. D'accord. Je vois le genre. Ça fait beaucoup de pour tout cela. Ok. Au suivant. Ok. Dans les épisodes précédents de Danger Patrol, vous avez pu assister à l'infiltration de The Mist dans le QG de l'ordre des cyberninjas vénusiens, les alliés de la République pourpre. Ces derniers menés par le vénérable Yinsing, le sorcier hacker qui cherche à contrôler le système informatique de Rocket City grâce à son processeur quantique de carbone, a vu tous ses plans s'effondrer lorsque notre héros, Jason Bolt, The Mist, a réussi à s'emparer de ce précieux artefact. Le processeur quantique de carbone, un processeur ultra performant qui permet à Yinsing d'utiliser ses compétences de sorcier hacker. Hacker, voilà qui est avant-gardiste pour une histoire pulp des 50s. On appelle ça le Contrôle robotique. Très bien, donc effectivement, on a pu voir The Mist réussir à s'échapper donc du QG des cyberninjas vénusiens avec cet artefact. Et bien entendu, depuis, les cyberninjas sont à ses trousses. Ils ont déjà réussi à le capturer une fois et ils ont mis au point une prison capsule de cristal, duquel, malgré ses compétences, il a réussi à être enfermé, mais on a pu voir le singe vert pénétrer dans la pièce en coupant un câble électrique pendait et s'en servir tel une liane, bondir, jaillir dans la salle et casser le cristal pour s'enfuir avec The Mist et rejoindre la Danger Patrol pour leurs nouvelles aventures. Tu veux dire que lorsque tu as réussi à t'échapper avec brio du QG des cyberninjas vénusiens en emportant avec toi le processeur quantique de carbone qui permet le contrôle des machines, tu t'es fait choper et capturer? Non, c'est ultérieurement que depuis il cherche à se venger effectivement de cette première attaque. D'accord. Bien, nous sommes à nouveau dans le temps présent. Le Perséphone semble être en difficulté. Mais où est la Danger Patrol? Où sont nos héros? Où est le seul espoir de Rocket City? Robot, singe vert, Miss. Bah, je pense qu'on est à bord de la Ghost Mobile, là. Et je vois bien Robot, en fait, dans le, tu vois, tant que singe vert et que The Mist sont en train de discuter, Robot est dans la
et à l'arrière de la voiture est en train de, tu vois, de dire des mots. On le voit en fait à l'écran en train de dire des mots au hasard, enfin ce qui semble être des mots au hasard. Non, en fait il cherche à trouver des mots dans sa base de données qui n'ont pas été corrompus par le code, qu'il puisse jurer comme il aime jurer. Du coup on entend dire des mots absurdes, réciter des mots, bacquerolles, cardinaux, cubitières, défrimés, mais sans succès. Ok, donc on est dans la Ghost Mobile. Et que faites-vous? On commande cet engin. Eh bien, nous filons à tombeau ouvert en direction du centre commercial, bien sûr, où a été annoncée l'attaque du Zeppelin. Ou est-ce qu'on est encore un petit peu en amont de tout ça? Je n'en sais rien, c'est à vous de me le dire. Ok, nom d'une pipe, Beast, cette Ghost Mobile, elle est bien censée voler, non? En effet, bien sûr, regarde, il suffit d'appuyer sur le bouton de décollage. Je clique. Et donc la Ghost Mobile, évitant de justesse l'immeuble qui s'approchait dangereusement à forte vitesse, s'élance dans les cieux et face au soleil, on voit donc la Ghost Mobile monter et se rapprocher donc du fameux Perséphone, le zeppelin magnétique. Avec des effets spéciaux à couper le souffle, on distingue à peine l'animatronique, ou les fils de nylon qui soutiennent l'appareil. Yahoo! Quand soudain, une ombre obscure sur le ciel. Comment est-ce possible? Vous êtes déjà si haut. Vous entendez un hurlement à vous glacer le sang. Et à ce moment-là, c'est un gigantesque oiseau d'acier, pareil à un grand condor, qui surgit entre deux nuages. Damned! Mais quel est cet engin de malheur encore? Et l'engin fonce à pleine vitesse en direction du Perséphone. Et les tourelles de défense ont beaucoup de mal à le dévier de sa trajectoire. Je décris donc l'aigle d'acier comme une menace. À travers les nombreuses baies vitrées qui recouvrent le zeppelin, vous pouvez distinguer comme si on tirait des coups de feu à l'intérieur. Bon, The Mist, tu arrêtes tes aiguiseries et maintenant tu nous rapproches de ce zeppelin. Je vais m'occuper des appréhensifs à l'intérieur. Allez, c'est parti. Mist braque le volant et se dirige vers l'aigle d'acier. Robot, singe vert, vous pensez que c'est que l'aigle d'acier a quelque chose à voir avec les problèmes sur le zeppelin? Je doute qu'il soit là juste pour faire joli. C'est très bien trouvé. Mince, est-ce que vous voyez une entrée sur cet aigle d'acier? Il a l'air complètement clos. Mais non, pas besoin de trouver une entrée. Là n'est pas la question. Rapproche-moi, je vais me catapulter dessus. Je rebraque le volant pour rapprocher encore la Ghost Mobile de cet aigle d'acier. À ce moment-là, nouveau rugissement du colossal aigle d'acier. On dirait qu'il a remarqué votre manège. Et comment pourrait-il ignorer la présence? Merci. Comment pourrait-il ignorer la présence de la Danger Patrol sur place? On dirait qu'il vous a pris pour cible. Mon Dieu, c'est affreux! Et donc, alors que la Ghost Mobile se rapproche de l'aigle d'acier, je donne un grand coup de frein à main à la Ghost Mobile qui pile. J'ouvre en même temps le cockpit et je me suis projeté en avant en direction de l'aigle. Je saute directement sur le dos de l'aigle. En tout cas, j'essaye de le faire. D'accord. En esquivant les tirs qui commencent à venir depuis l'aigle. Je suis sous le feu ennemi. Et si ceci n'est pas une action de casse-cou ou de Daredevil en anglais dans le texte, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ton dé de Daredevil est à 12, n'est-ce pas? Rien que dans ta description, il est clair que tu prends beaucoup de danger. Je t'octroie déjà 2 dés de danger supplémentaires, des D6. Donc toujours dans le dice roller, tu peux déjà rentrer un 2, mais ne les lance pas tout de suite. Ok. Y a-t-il quelque chose dans ta manœuvre désespérée qui pourrait justifier un dé de danger supplémentaire? C'est à toi, Mad Matt, que je pose cette question. Oui, tout à fait, puisque effectivement, en me voyant sauter dessus, il y a des... l'aigle d'acier a commencé une manœuvre d'esquive, bien sûr. Donc il est en train d'amorcer un virage, donc il va falloir que je réussisse à rectifier ma trajectoire, bien sûr. Effectivement, car si tu te rates, sinon Dieu, mais c'est la mort. Ah bah c'est une chute de plusieurs centaines de mètres. Tu es donc à 3 dés de danger maintenant. Est-ce que tu souhaiterais en avoir plus? Si c'est le cas, tes petits camarades vont te suggérer des événements qui auraient échappé à ma vigilance, qui pourraient corser encore la chose. Allez-y les mecs, j'ai même pas mal. On voit un certain nombre d'ouvertures qui apparaissent sur l'aigle et des membres de l'équipage qui se positionnent avec des armes à feu et qui
Grand Dieu, cet appareil a des occupants, et ces occupants entendent bien te dégommer en plein vol. Est-ce que tu veux encore du danger? Non, c'est bien là, déjà 4 de 6, c'est pas mal. Donc j'ai les tourelles de l'aigle qui me tirent dessus, j'ai les membres de l'équipage qui sont sortis, et en plus de ça, je saute dans le vide, super. Voilà, pour l'heure, On y va. tu as ton dé de casse-cou de 12 et Ouais. tu as 4d6 de danger. Cependant, Ça il est roule. très Alors, important que tu ouais. gardes à l'esprit qu'il serait peut-être envisageable d'utiliser certains de tes bonus présents sur Voilà. ta fiche. Et donc du coup, en fait, je les évoque en fait, pour les déclencher, c'est ça. Heureusement, le singe vert ne se sépare jamais de son grappin extra long. Donc tu peux le cocher car tu en justifies l'usage. Tu as droit à un D10. On reste comme ça. Fort bien. N'oublie pas cependant qu'il te garde que tu possèdes un jeton de pouvoir qui te permettrait de justifier d'une de tes capacités spéciales. Et ben du coup, je vais faire figure acrobatique, hein, ça m'a l'air particulièrement adapté. Alors, réduisez un dommage que vous venez de prendre. Ben, dans ce cas, disons que tu te tiens prêt à claquer un point pour Exactement. cela. Pour le moment, nous ne savons pas encore si tu vas te... Lance Voilà, tes écoute. dés. Et bah dis donc, et ben c'est que du danger pour l'instant, j'ai un succès. Et j'ai 5 dangers, ça sent le roussi. 5 dangers pour un succès, la partie est loin d'être gagnée. Oui, mais danger est mon second prénom. Avec 5 dangers, tu peux envoyer ce que tu veux. Si j'envoie la patate totale, qui signifie donc un danger de type 5, je vais créer une menace supplémentaire. Et le seul moyen d'y échapper, c'est qu'en fait, tu acceptes de prendre un plein dégât dans la tronche et de te retrouver prisonnier de cette menace. Tu pourras lutter que contre elle et elle seule. Ouais, ok. Tu prends, alors une fois que The Mist a positionné son puissant Ghost Mobile de façon adéquate, tu te projettes telle balle tirée d'un fusil. Positronique. Telle une balle de fusil positronique, tu files dans les cieux là, avec l'aigle d'acier dans le collimateur. Cependant, il se passe quelque chose absolument inattendu, incroyable qui justifie une telle déveine. Tu n'en crois pas tes yeux. Tu es cueilli en plein vol. Difficile de savoir ce qui t'a blessé. Tu rivoles dans les cieux, tu tentes de retrouver tes sens alors que tu chutes à grande vitesse et que tu sens l'asphalte qui se rapproche de toi. Ta chute cesse brusquement et tu repars à nouveau de plus belle dans les cieux. Qu'est-ce qui a pu te sauver? Et ben c'est bien sûr mon grappin qui a du sang roulé dans l'objet qui m'a percuté à pleine vitesse. Hélas, si seulement c'était cela. Tu entends un rire que tu n'avais pas entendu depuis l'épisode précédent. Nous nous retrouvons enfin, mon éternel Némésis. Enfer, Dorloff, mais vous n'en avez jamais assez. On ne Ça peut fait rien maintenant te 2 cacher. fois. Ça fait maintenant 2 fois que je vous tue. Et crois-moi, ça n'est pas aujourd'hui que je mordrai la poussière, mon petit Schmetterling. Et en fait, il te maintient en l'air par ses tentacules, par ses pinces d'acier qu'il a piquées au Dr Octopus. Je ne pouvais te laisser dignement t'écraser sur le sol aux yeux de la populace et des brebis. Non, je veux un véritable duel où je pourrai t'ôter la vie de mes mains gantées d'acier. Prépare-toi à mourir. Ok, raclure de communiste. Tu as maintenant toute mon attention. C'est un duel que tu veux. Tu vas être servi. À ce moment-là, donc, les spectateurs peuvent remarquer que Jim Hammer et le Dr Orlov se font face en étant perchés sur une sorte de planeur que le Dr Orlov, non content d'avoir piqué aussi son masque Fatalis, a piqué au Exactement, oui voilà, il commence à faire pas mal d'emprunt ce garçon. Hein. Donc voilà, c'est le masque de Fatalis et il a piqué le jet de la planche volante du bouffon. Bien, la caméra. Mon cher, mais j'ai juste 2 petites secondes. J'ai activé un pouvoir tout à l'heure en faisant mon super fumble, mon super G raté. Oui, tu peux réduire un dégât, donc tu vas subitement enlever ton toucher. Non seulement je réduis mon dégât, mais en plus de ça, je peux aussi le rediriger en fait, pour causer un dégât à une menace se trouvant à proximité. Mais c'est fantastique. Mais C'est dans ce cas, terrible. je te laisse le micro. Décris comment, dans ton affrontement avec Orlov, tu ne semblais pas si sonné que ça, tu vas dériver le dégât vers je ne sais quoi. Ah ben en fait c'est même pas ça en fait, c'est je vais profiter en fait de ce combat mano à mano en fait pour aller faire cracher le planeur de Orlov sur l'aigle d'acier bien sûr. Mais je resterai contre son cul sur Orlov quoi. C'est Oh, sur mais t'inquiète Orlov, pas, quoi. la fiction te maintiendra prisonnier de cet adversaire exclusif. Donc, au même moment, dans la Ghost Mobile, Diable, robot. Tu as vu le docteur Orlov? Mais combien de fois faudra-t-il le tuer, cette tarte aux pommes? Mais robot, que t'arrive-t-il? Et quand je te dis ça, tu vois que je commence à fermer les yeux et comme si je me concentrais. Pouf, ma tête qui part à super vitesse vers le docteur Orlov avec le cri méga coup de boule pendant que mon corps est en train d'arracher la porte du zeppelin pour y rentrer et faire taire ses fusillades.
Tu vas donc réaliser 2 actions différentes et séparer tes dés, n'est-ce pas? Exactement. Bien, donc décris-moi tout ce que tu comptes faire. Nous pourrons déduire du trait qui s'applique et tu sépareras comme bon te semble les dégâts que tu souhaites infliger. Alors déjà, je vais régler l'histoire de ma tête. Donc je fonce avec ma tête, sauf que malheureusement, je passe une voiture volante d'un spectateur trop curieux et trop imprudent et en perte de trajectoire. Je suis obligé d'activer les réacteurs qui se situent dans ma nuque pour l'esquiver. Chérie, je crois que j'ai vu une tête volante. Mais non, tu dois encore des idées. Malheureusement, je pars en vrille, je tourne dans tous les sens en m'écriant Artichaut. Mais j'ai réussi à plus ou moins essayer de rétablir ma trajectoire envers le docteur Orloff pour prêter main forte à mon ami. À l'intérieur du Zeppelin, on voit mon corps en train d'arracher la porte, arriver sur un membre d'équipage avec son bel uniforme blanc. Et on sent le corps qui veut lancer un sarcasme, mais malheureusement il se rappelle qu'il n'a plus sa tête, qu'il ne peut donc plus parler. Il hausse les épaules, lève les mains dans un signe de tant pis et fonce vers l'endroit où se trouvent semblent être les fusillades. Ok. Il y a un grand appel d'air et tu découvres les coursives du Perséphone où des civils qui ont mis leur costume du dimanche courent en tous sens en hurlant Oh mon Dieu! Une de ces créatures est dépourvue de tête! Et en fait, tu distingues, j'ignore comment tu vois en l'absence de ta tête, tu réalises qu'en fait l'équipage et les passagers du Perséphone sont pris d'assaut par des créatures mécaniques. Oui, ce sont des robots d'acier tels qu'on pouvait l'imaginer à l'époque, avec tout plein de diodes clignotantes et des circuits imprimés visibles à travers des dômes de verre. Et naturellement, ils pointent leur phaser ionique en ta direction en s'exclamant « Détruire, détruire, détruire ». Terminate. Exactement. Eh ben, du coup, je commence donc à foncer vers ces créatures. Je commence à vouloir en prendre une pour la balancer sur l'autre. Mais lorsque je touche la créature, je sens que mes circuits commencent à être piratés au contact de ces créatures. En plus de cela, une des créatures était en train de travailler sur une paroi du vaisseau, en fait, endommager le système de refroidissement du compartiment et que du coup un incendie commence à se déclarer à l'intérieur. Et nous voyons donc la stature du robot en train de soulever une de ces créatures, un de ces robots est entouré de flammes. Ok, alors j'écris Terror Robot pour désigner ces choses qui étaient la source de la fusillade. Maintenant, quand dans la fiction tu parles d'incendie, ça pourrait peut-être devenir une menace si tu n'es pas performant dans ton action, on va dire. C'est ça, quelque part, c'est un petit peu comme si tu me donnais déjà les conséquences d'éventuels échecs. Je pense que c'est guerrier qui s'applique. En même temps, il eût été étonnant que tu décrives quelque chose qui ne soit pas cela. Donc tu peux justifier de ton délice. Au niveau de danger, les dangers qui ont été à ton initiative... T'as un incendie, une voiture de civil. Ouais, donc tu auras tes 3D réglementaires. Est-ce que tu te tournes sur tes petits camarades en demandant encore plus de danger? Ah, évidemment. Eh ben, à l'intérieur du Zeppelin, tu vois un des... alors comment tu les as baptisés, tes super robots, les robots terreurs, c'est ça? Non, je les ai appelés les terror-robots. Les terror-robots, voilà, excuse-moi. Les terror-robots, il y en a un qui se saisit d'une civile. En larmes, elle en peut plus, quoi. Elle est réellement terrorisée par le terror-robot qui l'a attrapé et qui, visiblement, maintenant, essaye de la projeter hors du Zeppelin. Ok, une civile sans défense, c'est affreux, voici un des 6 de plus. The Beast, aurais-tu une suggestion à faire? J'attendais de voir si... Ah ouais, non mais vas-y, on voit. Encore. Eh bien, on voit une ouverture au plafond qui se fait et un système de défense, car visiblement les terror-robots ont pris ont piraté le système de défense et il y a une espèce de petit canon laser qui commence à se pointer dans ta direction. Quelle cruauté! Tu veux dire qu'ils sont en train de tenter de prendre le contrôle d'un système de défense pour mieux accomplir leurs sinistres exactions? Exactement. Tu as clairement justifié du dé de danger final. Ça nous fait 5d6, ça nous fait 1d10. Est-ce que tu crames des... Alors en fait, du coup, ma tête a été déviée dans sa trajectoire par cette voiture de civil. Elle s'est mise à
à tourner totalement, et en fait on voit donc la tête qui s'arrête en plein vol, et en fait on se retrouve dans le champ de vision de Robot, et des cibles commencent à se former sur sa vision et à viser donc Dorloff. Donc ça c'est mes capteurs de précision. En plus de s'écrit la force incroyable du robot, donc ça c'est la force robotique. On voit sa stature en train de balancer des créatures, de les soulever à main nue et de les balancer les unes sur les autres, leur donner des coups de poing et de froisser la tôle. Bien, lance-moi toute cette pelletée de dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 dangers qui sont méchants. Donc je vais mettre un à Dorloff. En fait on me voit foncer dessus puis après se barrer, genre POUM, tu vois, le caillou qui fonce vers un truc et qui se barre après un peu dans le ciel. Mais quand même, j'ai clairement cabossé son vaisseau. Je vais mettre donc 5 réussites sur le reste. Sur les terreaux robots ? Ouais. C'est un véritable carton, c'est absolument incroyable, ta chance légendaire t'a rattrapé. Bien, dans ce cas, je vais juste réfléchir à ce que je peux faire avec un danger de 2. Dommage restreint, cochons un truc, hein, ça mange pas de pain. Donc je vais te laisser décrire avec quel carton tu déchires les terreaux robots, plusieurs, hein. Tu peux en dégommer plein comme ça, c'est tout un gang que tu es en train de désosser avec 5 dégâts dans la tronche. En fait je pense que donc on me voit en train de donner des coups sur les robots, les cabosser, les balancer les uns sur les autres, malgré ce jeu de flammes et ce canon qui en fait, à un moment, le flux d'incendie semble s'arrêter de lui-même. Sans doute un système de sécurité du vaisseau qui se met en marche tout seul. Mais le canon laser ayant échappé à mon attention, en fait, je reçois un coup du canon laser qui heureusement, touche le robot que j'étais en train d'empoigner, mais m'envoie un peu vindaguer contre le mur. Du coup, j'ai la tête qui tourne, je prends le robot et en fait, je le balance sur le canon laser pour tordre le canon. Le canon essaie de tirer, mais avec le canon tordu, il explose lui-même. Incroyable, un véritable titan antique. Donc on a une succession de plans, effectivement, où tu bondis et déchires l'acier à main nue, telle une moissonneuse batteuse lieuse. Et les spectateurs sont subjugués de voir la Danger Patrol à l'œuvre. Et que fait The Mist pendant ce temps ? Donc après avoir largué Robot dans le Zeppelin, The Mist redirige la Ghost Mobile vers l'Aigle d'Acier pour se positionner judicieusement placé au-dessus d'une grille de ventilation. The Mist saute de la Ghost Mobile sur le toit de l'Aigle d'Acier pour essayer de pénétrer par cette entrée qui se ménage en tirant avec son pistolet fulgurant sur la grille. Non sans activer au passage le système d'alarme composé d'un certain nombre d'armes létales qui s'activent. Donc pour le moment tu as 2 dés de danger. On est d'accord qu'après ce que tu vas décrire c'est de l'infiltration, tu vas ramper dans les conduites et passer dans le dos des soldats. Tu pourras narrer tout ça si jamais ton succès te le permet. Donc tu justifies ton D12. Quels sont les bonus que tu plaques, si bonus il y a ? Et en fait, plutôt que de ménager mon entrée avec mon pistolet fulgurant, je vais plutôt passer en forme éthérée avec mon aura spectrale. Cela me paraît excessivement judicieux. Tu peux donc justifier d'un des 10 de plus dans ta liste de dés à lancer. Est-ce que tu veux claquer autre chose ou est-ce que tu es très satisfait de ta poignée de dés ? Ou est-ce que tu veux demander du danger à tes petits camarades ? Mettez-moi en danger. Donc on doit donc te voir progresser dans les conduits d'aération quand on entend un bruit sourd, une alarme s'est déclenchée. En fait, on te voit passer sur une espèce de trappe d'aération. Sous, on entend la parole on voit 2 terrorobots en train de discuter. Intrus à bord, exterminé, intrus à bord. Et en fait, on voit des espèces de paraboles qui sortent de leur tête, de ce qui leur sert de tête, et commencent à scanner, et tu te doutes qu'il s'agit, en fait, qu'ils essaient de te repérer et qu'il te faudra être particulièrement discret. Donc un dé de danger supplémentaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, singe vert ? Eh ben non, là comme ça, non, rien du tout, donc je te propose d'enchaîner. C'est parti. Oh Magnifique. Enfin, 3 dangers et 2 succès. Je vais me contenter d'ajouter une menace de plus dans ton père. Alors que tu es en train de ramper à toute vitesse, ou même de volter après tout, car tu es un être éthéré à travers les conduites pour échapper à la vigilance des terreurs robots, soudain tu entends un vrombissement et tu réalises que la conduite dans laquelle tu flottais a été mise à nu. Sous toi, tu peux voir le triomphant, le cyclopéen Goliath. Oh mon Dieu, pas Goliath. Si, le Goliath. Le Goliath qui est un terror robot de plus haut calibre.
Ce monstre d'acier a en guise d'avant-bras des armes puissantes pointées dans la direction. Et veuillez ne pas bouger pendant le processus d'examination. Les 2 Gatling dont il est muni commencent à tourner à toute vitesse et s'échauffer, et tu sais que sous peu tu seras criblé de plomb. Non, que vais-je faire Eh bien, nous le saurons au round suivant. Est-ce que je décris comment j'ai réussi à abîmer l'aigle d'acier? Comme je l'ai dit juste avant, de façon un peu confuse, pour moi c'est juste du momentum ou je gère ça de façon abstraite. C'est un petit peu comme un chevalier d'or que tu uses avec des attaques qui ne semblent lui faire aucun dégât pour utiliser un vocabulaire qui peut parler à certains, et qui va bizarrement se faire one-shotter avec une comète. On va dire ça comme ça. Ok, très bien, très Nous bien. revenons à Jim Hammer. Jim Hammer, dit le singe vert, toujours perché sur l'aile volante du docteur Torloff qui lui fait face. Par contre, t'as un tour, toi, hein, aussi, hein. Pourquoi? Une fois que tout le monde a pris son tour de jeu, les joueurs peuvent jouer dans l'ordre qu'ils souhaitent. Le MJ réalise des évolutions de menaces supplémentaires avec les menaces qui ont été ignorées durant ce round 2. Niveau actuel, +1. Merde, elle est où cette ligne? Juste en dessous, juste au-dessus de ED. Comme Antoine le fait si bien marquer, j'ai effectivement droit à un trou d'action, de telle sorte que la menace qui a été laissée de côté, vu qu'elle est fraîchement créée, le Goliath est en droit d'agir. Donc tout de suite, quand on a vu les Gatling chauffés à blanc, prêtes à déverser son point d'éluge de feu, c'est exactement ce qui s'est passé. La conduite dans laquelle tu te trouvais est criblée de napalm, j'ai envie de dire, et ton corps est ébranlé par une rafale. Agent fantomatique, tu peux donc cocher que tu es touché. Jason Bolt, dit The Mist, réussira-t-il à survivre face à un tel adversaire? Nous le saurons une fois que ses petits camarades auront agi. Tadam. Sur l'aile volante du docteur Torloff se joue un duel tant attendu. Jim Hammer, dit le singe vert, fait face à son némésis. Les tentacules d'acier munis de pinces du docteur Torloff fouettent l'air. Dis Diable. adieu, singe! Tu ne verras pas le jour se lever! À chaque partie, je la sors celle-là. Tu ne verras pas le jour se lever. Que fais-tu? Torloff, tu parles beaucoup comme d'habitude. Mais je t'ai déjà réduit en poussière 2 fois, jamais 203. Et donc je me saisis d'une de ces pinces et je continue à lui rentrer dans le lard en fait. Je vais tenter de déstabiliser l'aile volante sur laquelle on se trouve pour me donner un avantage et me projeter 300 mètres plus bas. D'accord, donc j'allais te dire que c'est une action de guerrier, mais si tu te sers de ses propres armes pour détruire l'aile blanche sur laquelle vous vous trouvez, ça peut passer pour casse-cou. Car je suis Voilà, con c'est et l'idée. que j'ai peur pour vous. Des 12. Mais du coup, le docteur Torloff, voyant venir Jim Hammer, active sa fameuse arme secrète, son fameux filet magnétique. Ah, ta kryptonite! Eh oui, ma kryptonite, bien sûr. Et la projette sur le singe vert, ce qui me permet de balancer la réplique suivante. Torloff, tu crois que je n'ai pas eu le temps de contrer ta terrible arme secrète? Regarde cet uniforme. Tu le trouves pas un brin changé depuis la dernière fois? Et j'utilise mon uniforme ultra résistant pour me défaire de son filet magnétique. Donc, Incroyable, c'est à croire qu'une attaque ne marche pas 2 fois sur le singe vert. Ils ont saisi la référence! j'en ai soupé de tes gadgets stupides, Torloff. Donc tu as un Prépare-toi à mourir. Alors, est-ce que tu veux du danger, Mathieu? En fait, en même temps que les deux protagonistes étaient en train de se battre sur cette aile volante devenue hors de contrôle, je vais me rapprocher dangereusement du sol pour slalomer entre les voitures. Et je vais tenter un coup de chance. Un dé de danger supplémentaire. Ok. Et j'essaie d'utiliser un coup de chance pour... Alors en fait, je vais utiliser un coup de chance. Sauf que là, toi, tu plafonnes à 3, à moins qu'un joueur accepte de prendre la paternité de ton idée. Oui, Je je sens veux bien que accepter personne- ça. Voilà, bon, donc, Mon cher Antoine, je t'en prie si tu as quelque chose à ajouter. Eh ben, je pense que pour se débarrasser de toi, le docteur Orloff commence à voler entre les gratte-ciels et à faire des Bah, c'est déjà ce qu'on était en train de faire, parce qu'on s'est rapproché du sol. Pour la rage de essayer ce titan le rend suicidaire. Bon, va pour 5D de 5D6, Allez, 1D10, allez, c'est parti. 1D8, 1D12. Allez, allons-y, gaiement. Alors donc j'ai 4 succès, 3 échecs. 5 succès, pardon. Ouais, c'est beaucoup. 5 succès, 3 échecs, ouais. Ouf. Alors, je vais plutôt te rajouter une nouvelle menace. Je vais t'infliger un nouveau dégâts restreint que je vais décrire dans un instant. Et je vais me rajouter un D6 en rab que tu seras forcé de lancer la prochaine fois. Et tu ne compteras que pour te mettre dans la merde. Vous filez à vive allure. Les tonneaux s'enchaînent à bord de l'aile volante. C'est un miracle que vous soyez encore tous les deux perchés sur sa surface.
Pourtant, le docteur Dorloff ne manque pas de tenter de t'empoigner, de te lacérer, de te déchiqueter en 1000 lambeaux, singe vert, être honni. Lorsque je m'aurai fini avec toi, même ta mère ne te reconnaîtra plus. Et tu esquives de justesse une lame qui est perchée au bout d'un des nombreux tentacules qui s'échappe du dos d'Orlov. Et elle déchire juste ton costume de façon stratégique. Façon Galaxy Quest. Tiens, je compte sur toi pour noter ce dégât que... Donc j'ai un touché, hein. Ouais, tac, c'est parti. Bien, nous passons ensuite à Robot. Robot qui, jusqu'à preuve du contraire, lui au contraire, est plutôt à la fraîche, alors qu'il défonce des terrorobots qui ont du mal à lui opposer quelques résistances que ce soit. Du coup, je pense qu'en fait, on va voir donc le corps qui continue à s'occuper des terrorobots. Et ensuite, on va avoir un plan dans la salle des machines du Zeppelin Perséphone. Et on voit la tête en fait qui fait un trou dans le mur et qui arrive dans la salle des machines où je me doute qu'il y a un problème puisque le truc est en train de piquer du nez. Effectivement. Ok. Et qui commence à analyser on voit en fait des rayons bleus qui sortent de ses yeux et qui commence à scanner la salle et à se connecter au moteur pour essayer de découvrir où est le problème et le résoudre. Le capitaine et ses seconds ont perdu conscience parce que comme il y a un côté rétro, c'était quand même des humains qui étaient à la barre. Ok, du coup, en arrivant, avant de scanner la pièce, il regarde autour de lui, puis il soupire. C'est encore au robot de faire tout le boulot. Et donc il se met à scanner la salle des machines. Sauf que, alors qu'il est en train de scanner la salle des machines, il se rend compte que qu'une bombe à retardement a été placée sur le moteur principal et qu'il a très peu de temps pour réussir à faire changer la trajectoire du Zeppelin et pour pas qu'il explose dans la ville. C'est affreux. Je pense que tu peux justifier le 3D de danger au moins avec cela. Quel trait s'applique à ce que tu fais? Attends, j'ai envie que les autres me rajoutent du danger. Alors que tu pénétrais dans la cabine, tu n'as pas fait attention et en fait il y avait un fil tendu en travers de la porte à tes pieds qui était relié au système explosif. Et, un détonateur. Presque un détonateur puisqu'effectivement en le franchissant et en l'activant, tu vois que le minuteur de la bombe s'accélère. Oh, mon Dieu. Super. Mathieu, t'as un danger? Ok. Alors un danger, ça peut pas être une menace, hein, on est d'accord. Ça peut pas être. Ça dépend comment tu la formules. Un coup d'arme en plus. En regardant de plus près ce dispositif qui vient de te piéger, tu reconnais en fait la patte de ton ennemi de toujours, Jérôme Labarre. Comment ça c'est trop génial. Je pense que à ce moment-là, il y a. Ça te dérange si je prends le. Allez, vas-y, prends tu passes à 5d6. Et donc, alors que tu pénètres dans la salle des machines et qu'effectivement, il y a des capteurs très sophistiqués qui ont reconnu ton empreinte comme tant d'autres, il y a un téléviseur qui a été posé là. Alors, naturellement, il est massif parce qu'il était car à l'époque, il était impensable que dans le futur, on aurait des écrans plats. La caméra s'attarde sur ce spectacle, mais nous nous doutons que tes réflexes électroniques sont concentrés sur la menace plutôt que de perdre ton temps à écouter la diatribe de ton propre ennemi juré. Mais donc il y a une pièce qui est plongée dans l'obscurité, on distingue les reliefs d'un fauteuil, le fauteuil se retourne de façon théâtrale qu'un méchant de James Bond n'aurait pas renié, et effectivement on voit Jérôme, l'inénarrable Jérôme Labarre, l'acteur réputé au sinistre secret, qui est là, les jambes croisées, avec un chat d'un blanc immaculé naturellement sur les genoux. Ses longs cheveux blonds couvrent une partie de son visage, ont été permanentés et coiffés à la mèche près pour qu'il soit parfait pour cette scène qui a été tournée à l'avance. Camarade d'acier, je savais que tu ne manquerais pas de tenter de sauver le Perséphone. Sache que de là où je me trouve, je ne vais pas manquer une pièce du spectacle. Et tes derniers instants, Julie pourra pleurer ton décès, mais après tout, tu n'es qu'une machine. Tente ta chance, essaie de sauver Rocket City cette fois. Non, je suis tellement vilain. J'osais pas aller jusque là parce que du coup je savais pas si je pouvais justement introduire en plus, tu sais,
un truc qui potentiellement aurait fait des dégâts, mais effectivement, via l'écran vidéo, c'est juste un danger en plus. Quoi. Et en même temps, si on devait chipoter, même si tu tentes de te concentrer sur l'œuvre qui est de détruire cette bombe, les rires et les sarcasmes de ton ennemi ont de quoi te distraire. Donc tu as 5d6, hein, on va pas chercher plus loin. Ça marche. Donc je jure je jure un juron troublant à coulisses. Et je m'aperçois que si je veux que le Zeppelin puisse quitter à temps la sphère de danger pour ne pas abîmer la ville, il manque d'énergie. Donc je commence en fait à mordre un câble et on voit des éclairs et moi qui fais... Je transfère mon énergie au moteur pour qu'il puisse être boosté et accélérer encore plus vite. Et je pense que du coup, mon faisceau laser, pour moi, je voyais ça comme une interface avec le réseau. Ça me va, on va pas chercher plus loin. Très bien. Et d'autant que c'est très, très graphique ce que tu fais. Très dans le ton. D'accord, 1d10, 1d8. Pour lorsque tu fais, ça ressemble à du professeur, donc c'est 1d8. Et 5 de danger. Et 5 dés de danger, vas-y, lance-moi tout ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, bouilla. Donc je mets 1 sur les robots là. Et du coup j'inflige 1, 2, 3, 4, 5, 6 au danger du Perséphone. Et je reçois, et tu as un dégât. Enfin, je reçois un dégât. Enfin, je te donne un budget de 1 quoi. Donc rassure-toi, avec un tel score, ce sera amplement suffisant pour sauver le Perséphone. Disons que pour ce qui est des terror-robots restants, je pense que alors que tu es justement en train de faire tes branchements, tu as un terror-robot qui est tenté de se jeter sur toi pour t'empêcher d'accomplir ton œuvre. En fait, on voyait pas le corps en fait jusque-là dans la scène, on voyait juste ma tête et en fait à un moment on voit un terror-robot qui arrive, tu vois, genre discrètement mon ninja dans les ombres, prêt à me sauter dessus alors que je ne le vois pas. Il me fonce dessus puis s'arrête en plein air et en faisant un bruit d'étonnement, il est balancé par le trou que ma tête a fait et derrière on voit mon corps qui se frotte les mains. Je vois. Le fait est qu'il y a une bombe à bord et qu'il y avait l'appareil qui était en train de chuter. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant qui fait que le Perséphone n'est plus en danger? En fait, on voit le Perséphone en train de commencer à amorcer une remontée et à accélérer le plus vite possible. Et en fait, quand l'espèce d'aura bleue d'électricité finit et que le Perséphone a l'air hors de danger, on s'aperçoit en fait que la bombe tombe comme un fruit trop mûr et elle a été grillée par le courant électrique qui a court-circuité son détonateur. Splendide. The Mist. Encore un plan qui se déroule sans accroc donc. The Mist. The Mist. Quand nous t'avons laissé, tu étais dans une conduite criblée de balles. En effet. Je répète, ne bougez pas pendant votre extermination. Simultanément, donc il active son projecteur d'hologramme qui va projeter une version de lui-même pendant qu'il passe en forme éthérée pour se diriger vers la cabine de pilotage de l'Aigle d'Acier où il rencontre le terreau-robot en train de piloter l'Aigle. Le terreau-robot... Il y a peut-être une sorte de gigantesque ordinateur qui sert d'intelligence à l'appareil. Ok. Et donc, il dégaine en reprenant une forme physique, il dégaine son électroblaster et tire dans... Est-ce qu'il tire dans ce super ordinateur en cochant aussi l'arme électroblaster? Tout à fait. D'accord. Donc ça fait que tu as un des 10, un des 8 et un des 6. Par contre, la forme éthérée, c'était juste pour la couleur. Je vais d'abord, si mes camarades ont des suggestions à me faire. L'ordinateur qui pilote l'Aigle d'Acier est focalisé sur toi et tu n'as pas remarqué, mais l'Aigle est en train d'amorcer un piqué en direction du sol et il est complètement hors de contrôle maintenant. Et donc c'est un danger supplémentaire dans le sens où maintenant tu as la pression, en plus de ça, tu es en train de te diriger droit vers un impact imminent. Ok, un dé de plus, j'ai 3. Peut-être. Est-ce que tu veux un danger supplémentaire encore? On est là pour ça. Pris par la vitesse, en fait, les parois de c'est un couloir dans lequel tu es, commencent en fait, tu vois, c'est des plaques métalliques qui commencent à se décrocher, à s'envoler, et de ces plaques commencent à sortir des espèces d'araignées mécaniques, qui sont des araignées d'entretien qui commencent à foncer vers toi. Donc un 4ème dé. 4 des 6, 1 des 12, 1 des 10, 1 des 8. Rappelez-vous que si vous faites des dangers, il faut les reporter sur votre fiche. Je te laisserai réunir ta poignée, souffler dedans et lancer. 3 et moins, c'est des échecs, c'est ça? Et bien, ça fait 4 dangers et 3 succès. Avec 3 succès de plus, tu vas réussir à réduire à néant les dangers qu'en présente l'Aigle d'Acier. Par contre, tu vas manger chaud
ces petites araignées d'entretien ont commencé à tenter de monter le long de ta combinaison et de s'attaquer à ta personne avec leur petit fer à souder. Et donc tu te prends un dégât. Le D6 qui devrait booster la menace va échoir au Goliath qui est toujours là et qui va te courser parce que pour l'heure il a été ignoré. Non, justement parce que j'avais tenté de hinter en disant que j'avais mis le projecteur d'hologramme pour le duper. Dans ce cas, il faudrait que tu reportes un de tes dégâts sur le Goliath. Faisons cela. Ça tombe bien, l'aigle d'acier est quand même incapacité. Oh, ça tombe bien alors. On a fait le tour de table là. Tout ce temps pour 2 rounds. Ouais, c'est fou ça. Ouais. En tout cas, vous n'avez ignoré aucune des menaces. Il y en a même une qui n'a pas eu le temps d'apparaître. L'électroblaster fait son office. L'ordinateur affiche des messages d'alerte et d'erreur et clignote en rouge, alors que l'aigle d'acier cesse son piqué et passe en une sorte de vol stationnaire, qui est un petit peu un genre de mode sans échec. Alors qu'il s'apprêtait à s'écraser sur un musée où il y avait tout un parterre d'enfants qui étaient là en visite, il pousse un soupir de soulagement alors que l'aigle d'acier qui les avait émerveillés puis effrayés reprend de la hauteur, évitant à de nombreuses œuvres d'art de disparaître dans un nuage de fumée. Tu entends derrière les bruits de pas du Goliath qui est toujours à ta recherche. Et tu entends sa voix significative qui retentit dans les corridors. Salle de commande compromise, salle de commande compromise. Le capitaine du Perséphone reprend péniblement conscience et il est surpris de voir à travers les hublots que le Zeppelin a repris de l'altitude, lui aussi n'est plus une menace vis-à-vis des gratte-ciel de Rocket City. Pour l'heure, Robot, tu sors triomphant de la salle des machines alors que tu es accueilli par un mécanicien au visage naturellement recouvert de suie. Grand Dieu, que s'est-il passé là-dedans ? T'inquiète, j'ai fait ton boulot à ta place. Et avec mes 2 mains, je replace la tête sur mes épaules. Je vous tiens mon chapeau, bien joué, Danger Patrol. Ouais, Danger Patrol, ouais, c'est ça. Puis en marchant, je fais ils ont sous les 2 autres ornets. Et je commence à regarder ce qui se passe aux alentours. Nous allons donc délayer ton action, puisqu'après tout on a le droit de le faire, et s'intéresser tout de suite à Jim Hammer. Donc on est toujours en train de virevolter au niveau du sol quasiment, parce qu'on avait décrit j'utilisais les éléments de décor à ma portée, donc la circulation des véhicules au sol pour essayer de déstabiliser mon adversaire. Tout à fait, alors qu'ils ébranlent le marbre des abdos. Exactement, tout à fait, ouais. Et là, qu'est-ce que j'aperçois avec horreur droit devant moi, toute une classe d'élèves en train de traverser la rue, encadrés par visiblement des professeurs, et je crie « Attention, attention, droit devant vous !» Donc c'était la même classe qui avait échappé au pire à l'intérieur du musée. Exactement, ils étaient en train d'évacuer le musée, paniqués, les pauvres, c'est pas leur jour. Tu peux en placer une ? Vas-y. C'est là ta faiblesse, singe vert. Tu te soucies trop de la vie des civils innocents. Moi, je pourrais en moissonner par milliers. Dorloff, c'est ce qui fait la différence entre nous deux. Et c'est ce qui fait que, au final, je suis un vrai héros. Goûte un petit peu à ça. J'ai préparé un cocktail spécial pour toi. Et pour donc du coup dévier la trajectoire de l'aile volante du professeur, je lui balance une bombe aveuglante dans la gueule en sortant mon pistolet fulgurant et en l'arrosant copieusement. D'accord, donc tu crames bombe aveuglante, tu crames aussi pistolet fulgurant. Et puis j'avais attention aussi. J'ai un power. Tu crames la totale. J'ai vu. Ok. D10, D8, D6, D10 de commando. Maintenant, on va se tourner vers les dangers. Alors, par défaut, moi j'en mets toujours 2 parce que t'es sur une aile volante, t'es en train de foncer sur des petits louveteaux en randonnion, la main dans la main, avec la blouse étincelante, et qui ont sans doute des stickers et des cartables Danger Patrol. Donc, on est à 2D, les 2D6 réglementaires de danger. Est-ce que tu m'en rajoutes un toi-même? Est-ce que tu en demandes à tes petits camarades? Non, mais allez-y, les garçons, si vous avez des idées. Là, j'avoue, je sèche un peu. Oh, sinon on peut y aller comme ça, on peut y aller straight, et puis voilà. Et moi, ce que je vais faire, tu vois, j'ai deux encoches de pouvoir qui sont sous le coude et je vais les utiliser pour infliger des dégâts supplémentaires. Waouh! Ah oui, c'est vrai que tu peux. Donc, allons-y gaiement. Pas mal. Donc, j'ai 4 succès, 2 dangers et 2 dégâts supplémentaires. Donc, ça fait 6 dégâts dans Orloff que je vais essayer d'envoyer faldraguer dans le décor, quoi. Il se protège de son avant-bras d'acier devant ta bombe aveuglante alors que tu fonces sur lui. Il est agité de soubresaut alors que les rafales de ton arme pénètrent son armure et il s'exclame il en faudra plus pour que je passe de vie à trépas. Et donc ces tentacules t'enserrent et donc avec les 2 dégâts je te fais un dégât de touche de plus. Et là donc il te soulève
Comme une poupée de chiffon, il entend te broyer avec ses puissants tentacules d'acier. Avec la force que j'ai dans mes tentacules, l'affaire est entendue. Au niveau accent, c'est une sorte de... C'est une sorte de catastrophe croissante. J'ai le dessus ou pas du coup au final dans la scène. Au final, je vais le one-shotter du coup. Peut-être que de ta main valide, tu te saisis d'une sorte de guidon grotesque qu'on n'avait pas évoqué jusqu'ici pour rectifier la trajectoire et ne pas faucher les jeunes enfants sur ton passage. Exactement, je donne un grand coup violent qui fait partir en spirale l'aile volante et qui permet d'esquiver le troupeau de jeunes têtes blondes de Rocket City. Bien joué, singe vert, mais je suis mort tant de fois, je ne suis plus à ça près. Et en revanche... Ah, Dorloff, pas aujourd'hui, Dorloff, pas aujourd'hui. Moi vivant, tu ne menaceras plus jamais cette ville. Et du coup, je me saisis à deux mains d'une de ses pinces et en faisant un mouvement de bascule, je le projette par-dessus mon épaule pour le faire chuter violemment contre un building. Qui eût cru qu'un simple mortel comme toi pouvait dévoiler une telle puissance? Tu ne l'emporteras pas au paradis, déclare-t-il alors que ses tentacules fouettent l'air pour tenter de se saisir de l'aile volante, de quelconque promontoire de fortune qui pourrait lui permettre d'échapper à sa fin. Mais en vain, il valdingue, il tourbillonne dans le vide. Oh, tu me le paieras, tu ne sauras ni le lieu ni l'heure, mais tu me le paieras! Et il finit par s'écraser sur une falaise en laissant une fameuse marque en étoile. Et il se fige. Et qu'est-ce que tu fais, toi, sur ton aile volante en train de virevolter, là? C'est une bonne question. Tu la gares et tu prends un ticket pour rester un citoyen modèle? Ce que je vais faire, c'est que je vais du coup restabiliser la direction de l'aile volante et la diriger en direction du ciel et pour m'assurer une trajectoire qui la ferait quitter Rocket City et en passant par-dessus un parc public un peu boisé, je lâche l'aile et j'atterris dans un arbre. Et après, j'imagine que tu touches le sol souplement et tu es filmé en contre-plongée. On voit l'aile qui file dans les yeux et qui explose à ce moment-là, naturellement. Naturellement, parce qu'il y avait un contre en haut. C'est le piège ultime. Si son propriétaire quitte l'aile, elle explose. Quoi. Exactement. Alors, juste pour. Voilà, je viens de me réceptionner sur le sol. Les gens autour de moi sont stupéfaits. Hein. Il y avait des familles en train de pique-niquer. Oui, bien sûr, d'autant que tu as le visage le plus célèbre de la fine équipée. Donc, ce ne sont pas que des simples civils qui t'entourent, mais aussi des fans qui crient ton nom. Jim, partout. Les gens savent que le singe vert ne tourne que bah Jim, non, cette chose. non, c'est le singe vert, quoi. C'est le Spider-Man local, quoi. Partout où les forces du mal tenteront de détruire l'idéal de pureté et de civilisation de Rocket City, partout, chaque jour où ils tenteront vainement de poser leur viles mains sur nos chères têtes blondes, la Danger Patrol se dressera contre eux. Dr. Dorloff, on se retrouvera dans un autre épisode. S'il vous plaît, singe vert, un autographe pour Fergus Brannigan. Bien sûr, mon petit Fergus, tiens donc. Et je sors mon calepin et mon stylo et je lui fais un magnifique petit singe avec une signature et un cœur. Quand je serai grand, je serai un singe vert, moi aussi. C'est bien petit, mais commence par aller à l'école et être respectueux envers tes parents. Et n'oublie pas de te laver les dents 3 fois par jour. Je l'attendais. Je l'aurais ajouté si je ne l'avais pas fait de même. Que fait The Mist et le robot? En fait, j'ai envie de changer le cap de l'aigle d'acier pour lui faire prendre un cap où il va s'écraser au sol loin de Rocket City et donc en s'écrasant et en explosant, détruisant le Goliath au passage. Et moi, bien entendu, bien je sors de l'appareil sans problème en passant sous cette forme éthérée qui me permet de passer au travers de la carlingue. Et disons que alors que tu te penches sur le poste de commande que tu as calciné et que tu entends les bruits de pas du Goliath qui résonnent dans le couloir, tu réalises que tu es bien en difficulté de réussir à donner quelque cap que ce soit à cet appareil, un appareil dans un triste état. Mais c'était sans compter sur la présence d'une tête volante, peut-être? Exactement. Et donc éventuellement, effectivement, c'est les robots qui s'en occupent pendant que moi j'occupe, d'ailleurs c'est qu'à le dire Goliath, je détourne l'attention du Goliath. D'accord, pendant que tu joues au chat et avec la souris, avec le Goliath aux armes rutilantes,
la tête seule de robot via peut-être des câblages et des petits outils dont on ignorait l'existence, a vite fait de reprogrammer l'appareil pour qu'il aille se cracher dans un des cratères de Mars. Et de nombreux droïdes ouvriers se feront un plaisir de ramasser tout ce bol d'acier pour en faire autre chose. Donc, quel est le plan de fin qui clôt cet épisode? Enfin, la dernière séquence en tout cas où on voit The Mist, il sort de l'appareil sous forme éthérée pour se matérialiser dans sa très célèbre Ghost mobile, et on voit effectivement la voiture en contre-jour qui se dirige vers le repère secret de la Danger Patrol. Où se trouve Robot à ce moment-là? Il est perché sur un gratte-ciel, il observe les lieux? Non, je pense qu'en fait on voit le Perséphone se poser et on voit en fait la porte qui est défoncée, la porte de sortie. On voit le robot qui sort, en fait juste le corps de robot qui sort avec le mécanicien. Et en fait lui sert de substitut pour une belle, tu vois, il fallait une belle pour faire une sortie bien, et donc le mec est en train de se débattre genre mais lâchez-moi. Il voulait absolument une belle pour sortir et faire j'ai sauvé le monde, tu vois. Il est bien sûr accueilli par les forces de l'ordre qui ont fini par arriver sur les lieux et qui te saluent en opinion du chef, seulement ils ne savent pas où planter leur regard. Où ta tête en ce moment? Je pense qu'elle est en train de suivre The Mist pour lui expliquer que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, qu'il ne laisserait jamais le toucher lui comme robot machin, tu vois. Il fait le mec ultra relou en fait. Parce qu'en fait je pense ce qui s'est passé c'est que en fait il arrêtait pas de donner des conseils à The Mist. C'est lui, parce que lui il avait pas de corps, donc c'est lui qui faisait tout en fait. D'accord. Nos héros ont triomphé des troupes du mystérieux docteur Dorloff. Mais n'y a-t-il pas anguille sous roche? En quoi Jérôme de la Barre s'est accoquiné avec un tel malfrat? Nous le saurons, peut-être, dans le prochain épisode de la Danger Patrol. Et voilà, on ne le croirait pas comme ça grâce à la magie du montage, mais ce simple acte nous a pris un temps fou. Nous recroiserons Robot, Singe Vert et The Mist dans de nouvelles aventures motorisées par Lasers and Feelings, du même auteur et qui a une mécanique de résolution beaucoup plus rapide. A bientôt, et restez vigilants, l'électroblaster à portée de main. Salut, c'est Mad Matt, qui parle tout seul pendant l'enregistrement, pendant que les autres font la pause pipi.